postérieure et la zone périphérique. Donc, il n'entraîne pas forcément de troubles mictionnels. D'où l'intérêt d'aller le chercher avant qu'il donne des symptômes, sinon c'est souvent trop tard. Le diagnostic du cancer se fait encore, toujours aujourd'hui, en 2019, par biopsie, c'est-à-dire qu'on passe une sonde d'échographie dans le rectum, on va prélever des petits bouts de prostate. Tout ce dont vous entendez parler entre la biopsie liquide, l'IRM, les biomarqueurs, ça ne fait pas le diagnostic définitif. Le diagnostic définitif, c'est la biopsie. On va parler ensuite du PSA, ce fameux PSA, qui fait tant débat. Alors, le PSA a été découvert dans les années 70. Et c'est suite à une demande des polices scientifiques du monde entier d'un marqueur spécifique du sperme pour les affaires de viol. Pas de spermatozoïdes, parce qu'il y avait des violeurs qui étaient azoospermes ou vasectomisés, ça ne pouvait pas prouver la culpabilité. Donc 2 équipes se sont mises à travailler sur ce sujet, vous voyez, c'est de la sérendipité. Une équipe japonaise et une équipe américaine. C'est l'équipe américaine qui a publié dans une revue anglo-saxonne et qui a été retenue comme découvreur, alors qu'en fait c'est l'équipe japonaise qui l'a trouvé avant. Et ils ont trouvé un marqueur très spécifique de la prostate. Il n'y a que la prostate qui sécrète ce marqueur, cette protéine, qu'ils ont appelé PSA, prostate spécifique antigène. Voilà, et donc c'est un marqueur, c'est une protéine qui était inconnue jusque-là dans le sperme et qui est très spécifique de la prostate. Alors ça se fait par une simple prise de sang, 10 €, vous voyez. Et son arrivée en pratique clinique quotidienne dans les années 80 a révolutionné la prise en charge. C'est-à-dire dans les années 80, on s'est aperçu que ce taux de PSA était augmenté quand il y avait des maladies évoluées de la prostate, des cancers évolués de la prostate. Et donc ça a déclenché une épidémie, façon de parler, c'est pas contagieux, mais une épidémie de diagnostic de cancer de prostate. Avec des bonnes choses, c'est-à-dire qu'on diagnostiquait le cancer à des stades plus précoces qu'avant, mais aussi parfois quelques excès, parce que ça a diagnostiqué en fait beaucoup de cancers indolents peu significatifs. Il y a d'autres causes d'augmentation du PSA. Le PSA est spécifique de la prostate, de l'organe, mais pas du cancer de prostate. Si vous avez une infection, une prostatite, le PSA peut monter jusqu'à 80-90. Une intervention, des biopsies, une cystoscopie, ça peut vous augmenter aussi le PSA. Il est conseillé 48 heures d'abstinence avant de doser un PSA. Le vélo, ça, c'est très important dans le grand public. Il y a beaucoup d'hommes qui disent « Moi, j'ai un PSA 6, mais je fais du vélo. » Donc, ce n'est pas la peine de consulter. Erreur. Quand vous faites du vélo, vous êtes assis sur votre périnée. Ça ne touche pas la prostate. Si quand vous faites du vélo, vous appuyez sur la prostate, ça veut dire que vous avez oublié la selle. Il y a un petit problème. Donc, consultez si vous avez un PSA élevé. Il y a des études qui ont été faites même avant Paris-Roubaix. Le PSA était plus bas à l'arrivée à Roubaix qu'au départ à Paris. Donc, on ne peut pas dire scientifiquement que le PSA, que le vélo est une cause d'augmentation du PSA. Alors, les facteurs de risque connus, il y a les familles à prostate, on en parlera vite fait tout à l'heure. Il y a des antécédents familiaux qui font que votre risque personnel augmente. Il y a l'ethnie. Le noir américain fait plus de cancer de prostate que le caucasien blanc, qui en fait plus que l'asiatique. Il y a l'âge, il y a une augmentation continue du risque avec l'âge. Et il y aurait la valeur du PSA 50 ans qui déterminerait peut-être votre risque personnel individualisé de développer ou pas un cancer de prostate. Je vous ai mis ces 2 images pour vous dire qu'entre le paysan chinois qui travaille toute la journée et qui se nourrit à l'alimentation traditionnelle asiatique par rapport au noir américain, l'obèse gavé de hamburger, le facteur de risque relatif, il varie de 1 à 100. Les cancers héréditaires, ouais. Généralement, c'est 5 fois plus que... Non, c'est l'inverse. Les formes héréditaires, il faut y penser, c'est la famille Mitterrand, c'est très classique. Alors on pense à 3, s'il y a 3 cas de prostate chez les apparentés du 1er degré ou du 2e degré, ou alors, très important, si vous avez 2 cas de cancer de prostate diagnostiqués jeunes. Si vous avez un patient qui vous dit « mon frère en a eu un à 50 ans, mon père à 52 ans », il faut penser à des formes familiales. C'est souvent des mutations génétiques au niveau des gènes BRCA1, BRCA2. C'est lié un peu au sein. Donc il faut surveiller plus aussi les enfants mâles de femmes qui ont eu un cancer du sein, et vice-versa. Alors, la valeur du PSA, une fois qu'on a trouvé ce PSA, ça a été très compliqué de définir une norme, parce que ce n'est pas une norme naturelle, si vous voulez. Il a fallu, statistiquement, faire des groupes. Si vous avez un PSA supérieur à 100 en l'absence de toute infection, on a plus de 98% de risque de vous trouver un cancer. Si vous avez un PSA inférieur à 1,5, c'est entre 1 et 5%. Donc on s'est mis une barrière à 4. 4, ça correspond environ à 15-20%.
Mais cette barrière statistique, ça vaut pour une population. Ça veut rien dire pour vous en tant qu'individu. Si vous avez une prostatite chronique, si vous avez une grosse prostate, ce taux peut varier et peut chez vous être plus élevé. D'où l'intérêt, toujours, de voir un urologue qui va expertiser tout ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que votre taux de PSA à 50 ans va déterminer la fréquence et le risque que vous avez de développer un cancer de prostate. Vous êtes dans le décile le plus important de votre tranche d'âge. Vous avez une chance sur 2 de vous faire diagnostiquer dans les 30 ans qui viennent un cancer de prostate et quasiment 8 à 10% vont faire des métastases. Donc ce groupe-là, il faudra le serrer. Donc ça, c'est suite à des grandes études épidémiologiques de cohortes européennes qu'on a défini ces groupes à risque. Alors, il y a une population au risque, on l'a vu, les familles à l'interrogatoire. L'homme de 50 ans qui a un PSA à plus d'1,6, avec une petite prostate sans infection, il va être classé plus à risque et lui, il faudra le surveiller tous les ans. Si vous avez un PSA inférieur à 0,5, vous avez un risque beaucoup moindre. Donc ça, c'est la population au risque. Ceux-là, il faudra les serrer de près. PSA tous les ans, consultation auprès de neurologue si le PSA est supérieur à 4, mais surtout pas s'affoler. Population à faible risque, le fait de doser votre PSA à 50 ans aussi peut être informatif et vous inviter à le doser moins souvent. Si vous avez un PSA à 60 ans en moins de 1, il est presque inutile de poursuivre cette surveillance. Vous avez un risque infinitésimal dans les 15 ans qui viennent de développer un cancer. Donc on essaie de personnaliser, vous voyez, le dosage du PSA plutôt que de doser un PSA tous les ans à tout le monde. Et après, toujours pareil, la voie du milieu, la troisième voie, la voie intermédiaire. Donc là, on n'arrête pas la prescription, mais on diminue un peu la fréquence de prescription. Alors le PSA, on va essayer de clore un peu cette polémique. Vous avez tous vu, c'est des marronniers dans la presse. Hein. Je suis pour, je suis contre, c'est un scandale, il faut dépister, il ne faut pas. Bon, bref, c'est difficile à comprendre. C'est plus un quiproquo qu'une polémique. Et il faut savoir de quoi on parle, si vous voulez. Il y a une différence entre le dépistage et le diagnostic précoce. Après, un peu de bon sens. Il y a des urologues, des professeurs de radiothérapie, des professeurs d'urologie très connus se font faire leur PSA, se font diagnostiquer un cancer de prostate s'il le faut et se font opérer et traiter s'il le faut. C'est des gens qui sont en contact de cette maladie depuis 20-30 ans. Ils ne sont pas tous fous ni masochistes. Donc ça, c'est un truc de base à comprendre. Le dépistage, c'est quoi? Écoutez-moi, plutôt que de lire la diapo c'est des termes scientifiques. Le dépistage, c'est pathologie chez vous. La Haute Autorité de Santé, actuellement, ne recommande pas le dépistage de masse du cancer de prostate par le biais du PSA, car il n'y a pas d'études qui ont prouvé d'impact sur la survie globale de cette population. On verra pourquoi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire pour vous en tant qu'individu votre PSA. Ce qui n'est pas forcément utile à l'échelle d'une population n'est pas forcément inutile pour vous en tant qu'individu. La HAS dit que ça ne sert à rien parce qu'il n'y a pas d'impact sur la survie globale, et parce qu'on risque d'augmenter la détection de cancers peu significatifs indolents et de surtraiter trop derrière. Ce n'est pas parce qu'au niveau d'une population, on risque d'entraîner des diagnostics de cancers peu significatifs que pour vous, en tant qu'individu, on ne doit pas chercher un éventuel cancer agressif qui vous ampute des années de vie. Donc ce qui est bon pour une population n'est pas forcément bon pour vous et vice-versa. Et le cas typique, c'est les impôts. Les impôts, c'est très bon pour la collectivité, pour la société. Pour vous, en tant qu'individu, pour votre budget individuel, c'est pas forcément bon. Le PSA, c'est un peu l'inverse. Pour la société, pour la population globale, c'est pas forcément utile, mais pour vous, en tant qu'individu, ça peut l'être et vous sauver des années de vie. Le diagnostic précoce individuel, ça, c'est vous, c'est votre prise en charge, c'est le boulot de votre urologue et de votre médecin. Il va vous expliquer qu'est-ce que le PSA, si vous avez intérêt à le faire ou pas en fonction de vos antécédents familiaux, et il va vous proposer le droit de savoir quel est votre risque d'aller plus loin dans la démarche. Donc, le but n'est pas de dépister tous les cancers de prostate et de tous les traiter, c'est de ne pas passer à côté d'un cancer agressif qui puisse vous amputer des années de vie. Donc le PSA, si on résume, c'est un très bel outil qui a peut-être été trop utilisé ou mal utilisé, mais la position de l'HAS qui a été prise à tort, en termes global, on ne fait pas de PSA pour la population, ça a été compris, interdiction de faire le PSA pour vous en tant qu'individu. Ça n'a pas de sens, et c'est déraisonnable. C'est comme si vous disiez, il y a des accidents de voiture, l'outil qui sert à se déplacer, qui est la voiture, on la supprime pour plus qu'il y ait d'accident. Non, il faut supprimer le volant aux alcooliques et au chauffage. D'accord ? Alors, pour vous dire un peu l'utilité de ce PSA, une image étant
d'autant plus parlante que sans discours. Vous voyez, quand le PSA a été introduit dans les années 90 en pratique clinique, la chute de diagnostic au moment métastatique. Quand j'étais étudiant en médecine il y a longtemps dans le service du professeur Grasset, il y a plus de 25 ans maintenant, il y a plus d'un malade sur deux qui arrivait dans le service métastatique. C'est ce que vous a dit un peu M. Dubois. On lui mettait des hormones, on ne pouvait pas le guérir. Ce taux, il est actuellement à 5%. On est passé de plus d'un patient sur deux à 5%. Vous voyez déjà l'utilité. Même si on ne rajoute pas forcément beaucoup d'années de vie, parce que la population qui est dépistée, c'est une population entre 65 et 70 ans, et quand même on rajoute de la qualité de vie. C'est toujours mieux d'être pris avant de faire une métastase osseuse. Alors d'où vient cette polémique? Ça vient d'une étude américaine, c'est la PLCO, c'est une étude d'ailleurs qui ne s'est pas intéressée qu'à la prostate, qui s'est intéressée à la prostate, au poumon, au côlon et à l'ovaire. Et dans cette étude, ils ont comparé un groupe dépisté par le PSA, un groupe témoin, un groupe qui faisait son PSA par rapport à un groupe témoin qui était censé ne pas en faire. Et donc, ils n'ont pas vu de différence de mortalité. Il se trouve que le groupe témoin, qui était censé être vierge de PSA, dans ce groupe-là, plus de la moitié des patients avaient fait leur PSA. C'était un groupe, en fait, dépisté de façon clandestine. Donc, quand vous comparez un groupe dépisté à un autre groupe dépisté, c'est normal qu'on ne voit pas trop de différence. Donc cette étude, elle a été mal menée au point de vue méthodologique, toute la communauté scientifique le reconnaît. Heureusement, il y a une étude européenne, le RSPC, qui a été beaucoup mieux menée au point de vue méthodologique. On a eu de la chance dans l'Hérault, peut-être certains d'entre vous ont participé, mais l'Hérault a été le département pilote de cette étude, grâce au fait que nous ayons dans l'Hérault un registre des tumeurs. Et une des chevilles ouvrières d'ailleurs de ce dépistage, ça a été le docteur Ribillard, qui va vous parler tout à l'heure. Cette étude, elle montre qu'à 15 ans, il y a un impact sur la survie spécifique, la mortalité spécifique par cancer de prostate d'environ 25 à 30% dans le groupe qui a fait le PSA. Donc on arrive au taux du sein. Donc il y a un impact positif sur la mortalité spécifique. Et ce que vous disait M. Dubois tout à l'heure, c'est que c'est surtout important chez les sujets entre 55 et 65 ans. Vous voyez? Ensuite, il y a eu, donc ça c'est l'étude, je vous passe les diapos, hein, et ce taux augmente, on est à 18 ans de suivi maintenant, cette diminution de la mortalité continue. Il y a eu une étude en 2017 qui a fait beaucoup de bruit et qui a été beaucoup repris dans les médias en public. Alors ils ont essayé dépolluer statistiquement l'étude américaine. Alors, ne me demandez pas comment ils ont fait, c'est très compliqué, c'est des tambouilles de statisticiens. Ils en sont arrivés à la même conclusion que l'étude de RSPC. Il y a bien une diminution de la mortalité spécifique du cancer de prostate chez les patients qui font le PSA régulièrement. Donc l'observation actuellement en France est qu'on est quasiment dans une situation de dépistage. On s'aperçoit qu'il y a une baisse de la mortalité par cancer de prostate, environ 4% par an, alors que le nombre de nouveaux cas a beaucoup augmenté. Et c'est lié à deux choses. Le fait qu'on diagnostique à des phases plus précoces de la maladie. Plus on diagnostique précocement, plus on a de chances de guérir. C'est la palissade, mais il faut le rappeler. Et enfin, il y a aussi une amélioration de la prise en charge des protocoles à chaque étape de la maladie, que ce soit au moment avant les biopsies avec les IRM, la prise en charge chirurgicale, radiothérapie, tout a progressé. Même la phase chez les patients métastatiques, il y a eu de gros progrès ces dernières années. Peut-être Hélène chez vous en parlera. Donc, ce qui fait qu'on est dans une baisse de la mortalité alors que l'incidence augmente. Donc, ça marche. Voilà, conclusion, retenez qu'il faut doser votre PSA à 50 ans. Ça va vous permettre de définir un rythme individualisé de prescription. Il y a un rationnel à ça. Si vous êtes dans un groupe à faible risque, c'est une bonne nouvelle, vous doserez que tous les quinquennats. Si vous êtes dans un groupe plus à risque, il ne faut pas s'affoler du tout, mais il faut le doser plus régulièrement. Si jamais votre PSA augmente aussi et est au-dessus des normes, pas d'affolement, vous consultez votre urologue, 9 fois sur 10 va vous rassurer. Voilà, donc retenez qu'il ne faut pas diagnostiquer pour traiter tous les cancers de prostate. Il ne faut chercher que les plus agressifs qui sont mortels, mais ceux-là, il ne faut pas passer à côté. Le PSA est un très bel outil, mais qui a été mal utilisé ou trop utilisé. Il faut le prescrire de façon raisonnée et surtout l'interpréter avec discernement et sagacité. Et là, c'est l'urologue qui est le mieux placé. Ça progresse. Il y a actuellement l'association IRM prostatique de détection et biomarqueurs qui permet d'affiner les indications de biopsie. Et on fait moins de biopsies inutiles, entre guillemets. Enfin, si jamais on vous diagnostique un cancer de prostate, ne vous affolez pas. Il y a 30% des patients actuellement qui sont sous surveillance active, c'est-à-dire
surveiller et traiter différemment sans perte de chance. Et si, in fine, vous devez être traité parce que c'est une lésion un peu plus agressive, tous les traitements augmentent et s'améliorent, que ce soit la radiothérapie, la chirurgie, les traitements focaux, comme on verra. Voilà, donc ayez confiance. J'aime bien cette diapo, vous voyez, hein, ça c'est la relation médicale telle que je la vois. Hein. Votre confiance nous engage, on en a conscience et on essaie de mettre du cœur à l'ouvrage. Je vous remercie. Vous êtes où, à droite ou à gauche? Je suis à gauche, mais je peux être à droite et j'en suis conscient. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des questions? Pas de questions, tout est clair? Le cas de dépistage, il peut avoir des risques de propagation de métastases ou pas? Alors ça, c'est une question qui est très très fréquente en consultation, c'est dans le grand public. Il y a la notion que lorsqu'on fait des biopsies, on dissémine le cancer et qu'il y a des risques de diffusion. C'est vrai dans certains cancers, les sarcomes, les lésions urothéliales. Dans la prostate, pour vous répondre très précisément, c'est rare qu'on ait des réponses très tranchées en médecine, mais là on en a. On fait environ entre 100 et 150 000 biopsies par an de prostate, je pense, depuis une vingtaine d'années. Ça n'a jamais été décrit. Voilà, donc c'est non, pas de souci. On ne transmet pas, on ne diffuse pas un cancer de prostate en faisant des biopsies. Le risque majeur de la biopsie, c'est l'infection, 2%, la prostatite post-biopsie. Moi, je regarde plusieurs émissions, notamment j'ai eu contact aux États-Unis. Deux, trois médecins canadiens qui sont vraiment balèzes pour avoir un World University, un professeur ou autre, j'ai discuté avec. Honnêtement, ils m'ont donné la même indication, même on aurait dû dire qu'ils vous ont copié. Sincèrement, j'ai réussi. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup. La France aime les débats. On est dans une société maintenant où tout le monde est expert de tout. Vous regardez le cancer de la prostate 3 heures sur Internet, les patients se sentent experts. Et il y a des médecins qui ont participé à ça. Alors, c'est souvent des omnipraticiens, des médecins généralistes, pour qui j'ai le plus grand respect. C'est une spécialité très difficile, mais on ne peut pas être spécialiste en tout. Les médecins qui participent à ce débat, à cette polémique sur le dépistage, je les admire, ils sont omniscients, parce qu'ils sont contre les vaccins, ils vous expliquent que la vaccination, c'est machin. Ils sont contre le dépistage du cancer du sein par mammographie, donc ils sont experts en sein, experts en immuno, experts en infection, experts en prostate. Chapeau, quoi. Voilà. Et s'il vous plaît, si vous pourriez évoquer le problème du scanner de la prostate. Alors le scanner est un très mauvais examen pour la prostate. C'est l'IRM qui est un très bon examen. L'IRM s'intercale de plus en plus dans cette phase de diagnostic précoce, c'est-à-dire que maintenant, depuis cette année, d'ailleurs, je posais une question d'actualité, depuis cette année, dans les recommandations de l'Association française d'urologie, il est recommandé de demander une IRM lorsqu'on a une suspicion de cancer de prostate. C'est l'urologue qui le demande, de demander une IRM avant de faire les biopsies. Parce que s'il y a une cible, ça nous permettra de faire des biopsies ciblées qui sont plus rentables en termes de diagnostic. Et qu'est-ce que détermine la première IRM? Alors l'IRM, c'est un examen qui est très puissant, qui est très spécifique quand il est négatif. D'accord? Une IRM négative est plus fiable qu'une IRM où il y a une cible. Une IRM négative actuellement, ça a une valeur prédictive négative de plus de 90% de cancer significatif dans la prostate. On peut vous dire à plus de 90%. C'est plus une IRM négative. Une IRM sensible, normale, qui est considérée par un radiologue spécifique, un radiologue spécialiste de la prostate. Quand il dit qu'il n'y a pas de cible, c'est une IRM normale. Cet examen-là a une très forte valeur prédictive négative de cancer significatif. On peut passer à côté de cancer peu significatif. À la limite, ce n'est pas très grave parce qu'on les surveille. Mais si vous avez un cancer agressif, un score 8 de Gleason par exemple, ou 9, l'IRM ne passe pas à côté. C'est un très bon examen. C'est-à-dire que si l'IRM est négatif, on peut éviter la biopsie. Non, ça, c'est pas recommandé encore. D'accord. Voilà. S'il y a une PSA qui augmente régulièrement, malgré une IRM qui reste négative, si l'urologue a une suspicion en fonction des antécédents de votre cinétique du PSA, du toucher et tout ça, même si l'IRM est négative, on va y aller. On a quelques cas où, bien que l'IRM ait été négative, la biopsie s'est avérée positive. C'est toujours l'urologue, in fine, qui décide, c'est pas l'IRM. Et la biopsie, je crois qu'on fait 12 prélèvements. Alors la biopsie, la recommandation, c'est 12 prélèvements, 6 dans chaque lobe, c'est une cartographie. Il y a eu plein d'études là-dessus, ça aussi c'est validé, c'est scientifique. C'est le meilleur compromis entre la puissance de détection, de diagnostic et les complications. Si vous faites 21 biopsies, il y a plus de risque d'infection que 12, donc en général on est à 12. Avec les biopsies ciblées,
c'est 12 biopsies, on fait toujours la cartographie, plus des biopsies ciblées par fusion d'image dans la zone tumorale. Donc ça fait une quinzaine de prélèvements. On ne fait pas que la cible. Ce n'est pas encore recommandé de biopsier que dans la cible. L'infection prostatique, c'est pas pareil que l'infection urinaire ou ça se traduit par l'infection urinaire? Alors l'infection urinaire, la cystite chez l'homme, ça n'existe pas. Non, mais je parle pas. Donc c'est de la fièvre, c'est une prostatite. Souvent, c'est des germes à bout qui ont été secoués par la biopsie et le prélèvement. On passe par voie rectale aussi. Alors bien qu'on prenne toutes les précautions de lavement, d'une analyse d'urine stérile, on vous fait croquer des antibiotiques quelques heures avant le prélèvement, tout ça. Malgré ce, il y a toujours 2% incompressible d'infection. Il faut le savoir. Pourquoi sous-traitement par la Vodar vous dit que c'est moi? Votre confrère m'a parlé donc que le PSA devait être à multiplier par 2 après que les soirs. Oui. La Vodart, c'est un médicament qu'on donne pour diminuer un peu la taille de la prostate lorsqu'on est gêné pour uriner, en espérant que ça améliore les choses. Et c'est un inhibiteur de la dihydrotestostérone. C'est un inhibiteur de la 5-alpha-réductase, c'est un peu compliqué. C'est une enzyme qui permet la transformation de la testostérone en dihydrotestostérone, qui est le métabolite actif de la testostérone. Celui qui fait tomber les cheveux, celui qui... Voilà. Et donc, sachant ça, ça a un effet un peu d'hormonothérapie light. Et donc, ça fait baisser votre PSA. Et en général, ça le divise par 2. Donc, si vous avez un PSA 3 sous la Vodart, il faut vous dire qu'il est à 6. Faut le savoir. Oui, on a sous à multiplier par 2, on a voilà, c'est ça. 15 Ouais. 16, je sais pas. Messieurs, là, bonjour. Nous avons l'honneur d'avoir l'AFP qui arrive. Oui. Après l'opération, que Oui. faut-il faire? J'ai entendu parler de kiné spécialiste. Alors, après l'opération, pour prostatectomie totale, l'ablation totale pour cancer, c'est ça, hein? D'accord. Là, il faut... normalement, ça se prépare. Alors, ça, c'est... Chaque praticien a ses habitudes et ses convictions. Nous, dans notre équipe, on prépare avant. C'est-à-dire qu'on fait de la kinésithérapie avant l'intervention, parce que ça permet de bien travailler le biofeedback, de trouver bien le bouton qui actionne le sphincter. C'est très important. Les hommes, on n'est pas habitués à... On n'a pas une forte conscience de notre périnée, contrairement aux femmes. Donc, on travaille avant. Et après, effectivement, s'il y a des fuites, toujours une incontinence urinaire des forts, là, on vous envoie chez le kiné, rééduquer ce fameux sphincter strié volontaire que vous avez vu sur la prostate géante. 4%, les incontinences urinaires après prostatectomie, un an, c'est 4% actuellement. Et ça dépend plus du chirurgien et de l'expérience du chirurgien que de l'outil. C'est ce que je vous disais, il y a beaucoup de marketing autour des outils. Moi, je veux le laser, moi, je veux les ultrasons, moi, je veux le robot, tout ça. C'est le chirurgien qui compte. Le robot, c'est pas un robot, en fait. C'est pas un bouton sur lequel on appuie qui va vous traiter. C'est un télémanipulateur. Et il ne faut pas se déclarer expert parce qu'on a un outil d'expert. C'est l'usager de l'outil, c'est l'ouvrier qui fait l'outil et pas le maître. Il ne faut pas l'oublier. Bon, je pense que M. Nino est là. Je ne le connais pas, mais je pense que c'est vous. Voilà. Et je vais lui passer la parole. Donc, on a de la chance d'avoir M. Grégory Nino, qui est professeur à l'Université de Montpellier, spécialiste des traitements complémentaires. Alors, il va vous expliquer tout ça mieux que moi. Je l'ai invité aussi pour apprendre beaucoup de choses moi-même. Et on sait, quand on a une relation de confiance avec les patients, beaucoup nous disent qu'ils font des médecines parallèles, complémentaires. Machin. Alors, on va parler des traitements complémentaires, pas alternatifs. Et c'est quelque chose qui agite beaucoup le monde biomédical. Oui. Je voulais poser de la question. Ouais. Est-ce que la diminution des spermatozoïdes vous donne une indication sur le cancer? Alors, c'est décrit. Une hypospermie, c'est la moindre sécrétion de sperme avec l'âge, c'est normal. Si à 50 ans, vous avez moins de sécrétion de sperme, ça peut être un signe d'obstruction des canaux éjaculateurs. Ça peut être un cancer. Mais ce n'est pas comme ça que ça serait à l'heure du PSA et de l'IRM. Ce n'est pas un signe, mais ça peut détecter. Et après, il y a la classique hémospermie. Hémo-sang, spermie, avoir du sang dans le sperme. Ça, c'est dans tous les livres de médecine. C'est écrit en lettres d'or. Moi, j'ai dû diagnostiquer en 20 ans